Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors que s'est-il passé au G20 ? Comment cette question du sabotage du gazoduc a-t-elle fait irruption ? Eh bien, c'est un coup d'éclat de Sergueï Lavrov qui a remis le sujet sur la table. Que dit le chef de la diplomatie russe ? Il se dit, je cite, scandalisé par l'impunité dont jouissent les saboteurs des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 qui, on s'en souvient, ont sauté en septembre dernier. Pour les Russes, clairement, les responsables, ce sont les États-Unis. Ils exigent donc une enquête impartiale, je cite encore, sur ces explosions. Et Sergueï Lavrov poursuit, à mon avis, tout est clair, mais on va pousser pour cette enquête, on ne va pas les laisser dissimuler les choses comme l'Occident l'a fait à plusieurs reprises. Ce qui est frappant, c'est que sur ce sujet, la Chine est également très offensive. Écoutez, il y a quelques jours, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. 袭击是美方实施的，这是不可接受的，并且必须受到追责的行为。美方应当向世界做出负责任的交代。 Pourquoi est-ce que Pékin et Moscou passent à l'offensive sur cette affaire aujourd'hui, ou en tout cas ces derniers jours ? Eh bien parce qu'ils ont, David, la conviction qu'ils tiennent là l'occasion de montrer quel est, selon eux, le vrai visage des États-Unis. Sur quoi s'appuie-t-il ? Pékin, vous l'avez dit, a même produit, dans la perspective de ce G20, une vidéo qui retrace ce qui s'est vraiment passé selon la version chinoise. Et ce scénario chinois reprend très fidèlement l'enquête d'un journaliste, et pas n'importe lequel. Vous allez voir son visage. Seymour Hersh, 85 ans. Il est américain, c'est un journaliste d'investigation chevronné, très chevronné, récompensé d'ailleurs en 1970 par un prix Pulitzer, mais disons-le aussi, qui est aujourd'hui controversé. Certains de ses confrères américains l'accusent même de conspirationnisme. On y reviendra peut-être. Selon cette version, tout démarre au mois de juin. À ce moment-là, l'OTAN mène des exercices dans la mer Baltique, les Baltic Operations. Pour faire simple, ce sont des entraînements au combat, à des opérations de détection sous-marine ou à du déminage par exemple. À cette occasion, des plongeurs américains en haute mer, ultra entraînés, ultra qualifiés, sont descendus à 80 mètres de profondeur jusqu'à ce fameux gazoduc en embarquant avec eux des explosifs. Toujours selon cette version, ces explosifs ont été placés minutieusement à plusieurs endroits, repérés en amont avec la complicité des Norvégiens sur les parois en béton des tuyaux. Opération qui a duré 6 heures. Ce sont en quelque sorte ces explosifs des bombes dormantes. Et 3 mois plus tard, le 26 septembre, un avion de surveillance de l'armée norvégienne survole les gazoducs. Ce n'est pas une opération de routine. Toujours dans ce scénario, cet avion en profite pour larguer une bouée sonar. La bouée va à son tour envoyer un signal qui va lui déclencher les explosions. La suite, vous la connaissez. Quelques heures plus tard, 3 des 4 tuyaux des gazoducs sont détruits et le gaz qui restait dans ces tuyaux s'échappe. Il forme ce fameux bouillonnement dans la mer Baltique dont l'image est restée gravée dans les mémoires. Pour la Chine, comme pour Seymour Hersh, aucun doute, c'est Joe Biden lui-même qui a pris cette décision dès le mois de septembre 2021. Et chacun de rappeler cette déclaration du président américain quelques jours seulement avant l'invasion en Ukraine. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. Alors nous-mêmes, on ne va pas se prononcer sur la réalité évidemment de ce scénario, qui est celui, rappelons-le, de Seymour Hersh, ce journaliste, de la Chine et de Moscou. Simplement, les faits réels, les faits qui sont évoqués, est-ce qu'ils ont réellement existé, en tout cas ces manœuvres par exemple ? Oui David, ce qui est vrai, c'est que oui, il y a bien eu à cette date, au mois de juin, des manœuvres de l'OTAN dans cette région. Ce sont des exercices d'ampleur menés par 14 pays alliés, avec en plus la Finlande et la Suède, 45 navires, 75 avions, 7500 hommes. Est-ce que ces exercices ont servi de paravent à cette opération ? Ça, en revanche, on ne peut rien en dire. Il y a eu des enquêtes officielles sur le sujet, mais on a un peu perdu le fil. Quelles enquêtes exactement et à quelles conclusions ont-elles abouti ? Eh bien, des enquêtes, David, il y en a eu au moins 3. Une enquête danoise, une enquête suédoise, une enquête allemande. Elles sont toutes arrivées à une conclusion commune. Oui, les explosions sont bel et bien le résultat d'un sabotage. Elles n'ont rien de naturel. En revanche, à la question de savoir qui en est l'organisateur,
aucune réponse, rien ne permet de l'affirmer selon ces enquêtes. Depuis le départ, les États-Unis et les Russes s'accusent mutuellement. Les Américains réfutent aujourd'hui cette version de Seymour Hersh et ils nient être impliqués. C'est faux, c'est une fiction totale, répond Adrienne Watson, la porte-parole de la Maison-Blanche. En revanche, côté européen, le discours a changé en septembre. Moscou était le suspect idéal. Personne du côté européen ne pense qu'il s'agit d'autre chose que d'un sabotage russe, déclarait par exemple un haut responsable européen au journal américain Washington Post. Et aujourd'hui, eh bien regardez, il n'y a aucune preuve à ce stade que la Russie soit derrière le sabotage. C'est ce que déclarait un autre responsable européen, toujours dans le Washington Post, relayant le sentiment de 23 diplomates et responsables du renseignement dans 9 pays différents. Merci Fanny. Alors oublions le pédigré de Seymour Hersh, qui c'est vrai est un journaliste controversé. Oublions le fait que c'est la Chine et la Russie qui ne sont pas forcément des pays habitués à dire toute la vérité qui le disent. Mais simplement, je voudrais votre sentiment. Est-ce que ce scénario d'une implication américaine, d'un sabotage américain est plausible, Dominique? Alors d'abord, le scénario qui est montré est tout à fait plausible. Deuxième point, tout le monde sait qu'il s'agit d'un sabotage. Et même dans la dernière phrase, on dit que c'est un sabotage, mais que ça ne peut pas être les Russes. Alors on ne dit pas que ça ne peut pas être les Russes. Ah, si. On dit rien ne prouve que à ce stade que ce sont les Russes. Ça peut être les Russes. Donc si c'est un sabotage et que ça ne peut pas être les Russes... Ah, il ne dit pas ça ne peut pas être. Il dit rien ne prouve dans ces 3 enquêtes une responsabilité russe. Oui. Pour vous, si on n'a rien trouvé comme preuve d'une responsabilité russe, enfin... Je pose la question autrement. Si c'était les Russes, est-ce qu'on aurait forcément trouvé du côté du Danemark, de l'Allemagne, de la Suède, un signe qui l'atteste? Ben oui, bien sûr. On aurait trouvé une preuve que c'était les Russes. À partir du moment où on ne trouve pas que c'est une preuve que ce sont les Russes, ben, il faut chercher ailleurs. Parce que les explosifs parlent, d'une certaine manière. On aurait trouvé une trace matérielle. Oui et non. Parce que dans les services, vous pouvez très bien mettre en place des explosifs qui viennent d'un autre pays. C'est pas un sujet. Je veux dire, les stocks russes, par exemple, sont pas totalement imperméables. Il suffit d'avoir un bon carnet de chèques pour pouvoir acheter des explosifs russes aux Russes. Donc c'est pas vraiment une raison. Ou aux Ukrainiens. Ou aux Ukrainiens, bien sûr. Non, mais bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que le montage tel qu'il est démontré là, je regarde simplement le déroulement des faits. Une manœuvre, la mise en place d'explosifs, et ensuite une bouée qui en fait déclenche les explosifs, et c'est quelque chose de très réaliste. L'autre... Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais c'est réaliste. C'est très réaliste. Et donc, la question de à qui profite le crime, d'une certaine façon, doit être posée. À qui profite le crime? Posons-la. Je rappelle que les tuyaux étaient vides. Hein. Enfin, il restait un peu de gaz, mais ils étaient vides, ils ne fonctionnaient plus au moment où ça a explosé. Il est certain que ces tuyaux appartiennent à une société russe et que donc le crime, a priori, ne profiterait pas aux Russes. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, c'est un peu comme tout à l'heure, si vous voulez. On n'a pas tous les éléments. Moi, ce qui me frappe, c'est que vous avez une enquête allemande, une enquête suédoise, une enquête danoise, qui, a priori, ont récupéré quand même pas mal d'éléments. Or, on n'a pas vraiment des conclusions. Si on n'a pas vraiment des conclusions, c'est qu'il y a probablement des conclusions qu'on ne veut pas donner. Sur le conspirationnisme, je voudrais dire un mot, François, avant de parler de l'affaire elle-même. Il étonne, à chaque fois que, depuis une vingtaine d'années, que quelqu'un soutient une thèse qui est contraire à la thèse officielle, il est accusé d'être conspirationniste, on va dire les choses clairement, d'être fou. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous êtes un dingue, les Illuminati sont derrière vous, etc., puisque vous ne pensez pas comme le consensus. Je rappellerai, encore une fois, que ceux qui disaient il y a 2 ans et demi, que le virus s'était échappé d'un laboratoire P4 à Wuhan, qui est un des rares laboratoires au monde capable de contenir, faire des expérimentations de ce type-là, et que le virus pourrait venir de là, on était traité de dingue à cette époque, quand même. Et c'est comme si, en gros, je disais qu'à Toulouse, où il y a un laboratoire P4, eh bien,
il y a un virus à Lyon, oui, mais à Toulouse, je crois aussi, mais je ne sais pas s'il y en a à Toulouse. Mais c'était un exemple, François. Donc il y a un laboratoire P4 qui est dans une ville et que le virus qui s'est échappé, c'est sans doute parce qu'un pigeon a eu un rapport sexuel avec une chauve-souris. Il faut quand même juste à un moment réfléchir. Donc j'insiste beaucoup sur cette affaire de conspirationnisme. Il faut en sortir. Et c'est pour ça que lorsqu'on s'attaque, je termine François si tu me permets, c'est pour ça que lorsqu'on s'attaque à Simon Hersh, qui est donc le journaliste qui a fait cette enquête en disant c'est un conspirationniste, il est clair que ça n'est pas un argument. Donc ensuite, il faut s'interroger sur le fond de l'affaire. Vous vous rappelez qu'à l'époque, quand on en avait discuté sur ce plateau à plusieurs reprises, on ne comprenait pas très bien quel était l'intérêt des Russes qui envoient du gaz à l'extrémité du tuyau, de faire sauter leur propre tuyau en pleine mer du Nord. C'est-à-dire qu'il suffit de tout faire sauter. Mer Baltique. Oui, la mer Baltique. De faire sauter ce tuyau dans la mer Baltique. Je veux dire, ça n'a aucun sens quand on réfléchit 30 secondes. Bon. Mais en même temps, c'est ça aussi qui est troublant, c'est que les Américains, quel est leur intérêt de le faire sauter puisque ça, les Américains, pour le coup, Biden, on l'a écouté, il disait... Et simplement, le gaz ne passait plus. Poutine avait avait décidé d'un embargo sur le gaz russe. Donc je vois pas très bien quel intérêt on pouvait le faire sauter à n'importe quel moment. Oui, voilà. Oui, mais pas en temps de paix, sans doute pas en temps de paix. Pas en temps de paix. Les Américains, depuis le début, ils avaient dit Nord Stream 2. C'est une très mauvaise idée. Mais le scénario, c'est d'avoir posé les bombes avant le début de la guerre, très bien. Et puis on attendait le début de la guerre. Et si jamais le gaz continuait à circuler, éventuellement on le faisait sauter. Alors là, c'est en juin qu'ils auraient posé les bombes et en septembre qu'ils les auraient fait sauter. Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est un scénario plausible ou complotiste pour vous, François? Alors, je ne vais pas répondre à cette question directement. Elle a déjà été posée. Il y a eu des réponses diverses. Je vais simplement rappeler que le consensus pour le moment, puisque tu parlais de gens qui s'opposent au consensus, le consensus c'est qu'on ne sait pas qui a fait le coup. C'est ça le consensus. Ouais. Aucun pays européen ou occidental a dit c'est les Russes qui ont fait le coup. Il y a des soupçons. Il y a eu des... au début, on l'a dit. Non, il y a des gens qui ont dit « Ah, ça ressemble au genre de choses que pourraient faire les Russes. » Parce qu'effectivement, visiblement, les Russes, ils adorent faire sauter des trucs un peu partout. C'est, entre guillemets... Là, ça leur a quand même coûté 10 milliards. Mais il y avait la petite question, à qui profite le crime ? Effectivement, il était très difficile de trouver une réponse côté russe. Très difficile de répondre du côté américain, puisque les tuyaux ne marchaient plus. Ils ne marchaient plus. Pourquoi détruire des tuyaux qui ne marchent plus ? Ça non plus. Ça n'a pas davantage de sens que d'imputer à la Russie le fait de faire sauter des tuyaux qui leur appartiennent. Peut-être pour être sûr qu'on les réutilise jamais. Oui, mais en diplomatie comme en politique, on ne dit jamais, jamais. C'est pourquoi faire ce genre de choses. C'est vraiment pas évident. C'est le symbole de la dépendance de l'Allemagne au gaz russe. Oui, mais la preuve avait été apportée. L'Allemagne n'avait plus de gaz, les robinets avaient été coupés, il n'y avait plus besoin de faire de démonstration. Et pas de mobile apparent pour quiconque, même pour les Chinois. Ce qu'on pourrait dire aussi, puisque les Chinois ont l'air d'avoir un avis tellement ferme sur ce sujet, que peut-être que eux, ils ont voulu pousser la Russie à augmenter ses investissements pour les pipes gaziers entre la Russie et la Chine. D'ailleurs, si on veut bâtir des scénarios, celui-là, il en vaut un autre. En l'occurrence, pas grand-chose. La Chine dans la Baltique... mais la Chine dans la Baltique, mais visiblement la Chine s'est invitée dans la Baltique. Oui. Il suffit de regarder le site Twitter de l'ambassade de Chine en France pour avoir des kilomètres de commentaires sur Seymour Hersh, sur la nécessité d'une enquête internationale. Donc visiblement, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire l'intervention effective, physique de la Chine sur le... Dominique, je ne suis pas en train de dire que les Chinois ont fait le coup. Mais si on veut inventer des mobiles,
si on veut inventer des scénarios, comme semble l'avoir fait Seymour Hersh, parce que derrière le scénario, pour l'instant, il n'y a pas de tripette. Moi, j'attends quand même, et de la part des pays de la Baltique, la Russie, des US, j'attends simplement d'avoir des indications autres que des scénarios de films, parce que ça, c'est un scénario. Simplement, question, si c'était les Américains, est-ce que vous imaginez que les Danois, les Suédois ou les Allemands, alliés des Américains, puissent le dire? Écoutez, moi je suis beaucoup moins catégorique. Je suis beaucoup moins catégorique que Dominique, puisque parce que je dis non, il le dirait pas. Ah, il le dirait pas, pardon, j'avais compris le contraire. Non, il ne le dirait pas. Les Danois, les Norvégiens, les Allemands, les Suédois ne diraient pas s'ils savaient que c'était les Américains. Alors, petit détail. On a beaucoup parlé des Norvégiens au début du sujet. Je ne vois plus la Norvège n'a pas d'accès direct à la Baltique. Voilà, alors laissons la Norvège de côté peut-être, parce qu'on a surtout dit qu'il y avait une enquête danoise, allemande et suédoise. Oui, mais dans votre scénario, ce que vous avez montré, ce sont des Norvégiens qui font le coup dans le cadre des manœuvres de l'OTAN. Oui, c'est l'avion de l'OTAN qui lâche la bouée. Effectivement, il a raison, la balise. Alors, la Norvège, il faut la prendre au sérieux dans cette histoire ou pas? Il suffit pas de dire « Oh ben non, on n'en parle pas parce qu'il n'y a que 3 pays qui ont fait des enquêtes. » Imaginons, pardonnez-moi, imaginons que l'opinion allemande se retourne. Et on dit que les opinions pourraient se retourner. Et que de plus en plus d'Allemands pensent qu'il faudrait limiter le soutien à l'Ukraine parce que c'est un peu dur, l'économie c'est dur. À ce moment-là, est-ce que l'Allemagne, sous l'effet d'une alternance, ne pourrait pas être tentée de rouvrir ce gazoduc? Est-ce que ce ne serait pas un moyen pour celui qui a fait sauter ce gazoduc de dire il ne rouvrira jamais? Non, franchement. Non, mais je pose toutes les questions. On peut inventer tous les scénarios. Non, mais je cherche les mobiles. On fait un scénario qui démontre que c'est le Japon qui a fait le coup. Je veux dire, c'est pas. Hélène, votre sentiment? Si vous en avez un. Écoutez, moi je pense qu'il est vrai que les Américains étaient fortement opposés à ce Nord Stream, ça c'est clair. Je pense aussi que c'est pas n'importe quel pays qui a pu réaliser cette opération, et des gens extrêmement compétents, fins, qui sont capables de plonger profondément, etc. Voilà. D'un autre côté, je sais qu'aujourd'hui, on peut fabriquer de merveilleuses vidéos. Et le FSB est un des artisans de ça, et il fait ça avec beaucoup de maestria. Alors je l'avoue que je suis un petit peu perplexe. Là, c'est la Chine qui a fait cette vidéo. Pourquoi avoir fait ça maintenant ? C'est effectivement une question qu'on peut se poser. Alors je précise une chose, et puis Catherine Gentil va nous rejoindre parce qu'elle est très intéressée par cette affaire, que c'est l'ancienne correspondante à Washington. Catherine, si vous pouvez nous rejoindre, Catherine Gentil de CanCode, et que elle a eu l'occasion de discuter avec les uns et les autres, et qu'elle va nous dire surtout comment, aux États-Unis, on considère cette idée-là. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Est-ce que cette idée est considérée comme totalement fantaisiste aux États-Unis par la presse, par les observateurs, par les experts, ou est-ce qu'elle est discutée comme une hypothèse parmi d'autres ? Oui, elle est discutée comme une hypothèse parmi d'autres, même si effectivement Seymour Hersh, le journaliste, qui est alors une légende dans l'histoire du journalisme américain, prix Pulitzer, c'est lui qui avait révélé le scandale de la guerre du Vietnam avec le symbole qui était My Land, où 350 civils avaient été tués. C'est lui qui a aussi révélé les tortures dans la prison d'Abu Ghraib en Irak. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est particulièrement capé. Alors c'est vrai que maintenant, il a été le seul à sortir cette thèse du sabotage américain, et en effet, vous l'avez évoqué, certains disent qu'il est conspirationniste. Mais en revanche, dans les services occidentaux, depuis très longtemps maintenant, on parle du fait que ce serait effectivement les Américains. Donc c'est considéré comme une hypothèse on ne peut plus crédible, parce que les Russes, a priori, n'avaient pas de raison de faire sauter ces gazoducs. Leur gazoduc qui leur a coûté des milliards. Et puis après Poutine ou après la guerre, ils pouvaient de nouveau éventuellement être utilisés. Donc les Russes n'avaient a priori aucune raison de le faire. En revanche, effectivement, les Américains, qui étaient en plus, paraît-il, quand même un peu agacés parce qu'ils sentaient une fragilité allemande dans toute cette affaire, considéraient que le mieux était en effet que ce soit
inutilisable jusqu'à la fin des temps. Donc aux États-Unis et dans les autres services occidentaux, c'est une piste qui est tout à fait recevable et même crédible, dont on parle de plus en plus. Au début, c'était un peu timide, on n'osait pas trop. Maintenant, ça se dit quand même de plus en plus et par des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc, vraisemblablement, ils ont quand même beaucoup d'éléments. Et puis le fait, en effet, que les différents enquêteurs n'aient pas dit ce qu'ils avaient trouvé et précisément, va renforcer évidemment cette thèse de la piste américaine. On revient à cette idée. Si un examen comme celui-là et des enquêtes comme celle-là, est-ce qu'elles trouvent forcément une signature? Lorsque ça se produit sur Terre, on a le sentiment que oui. On trouve toujours, à partir des restes, à partir des fragments, on trouve toujours la signature de l'auteur. On a en mémoire beaucoup d'attentats où on a pu remonter le fil, encore très récemment. Sous la mer, est-ce que c'est le cas? Il y a eu des complots dans l'histoire. Je vous le rappelle encore une fois, par exemple, en 1870, la fameuse dépêche d'Helms. Vous avez quand même eu un chancelier allemand, Bismarck, qui manipule une lettre qui va lui permettre, un télégramme, qui va lui permettre de déclencher la guerre contre la France et ensuite de proclamer l'unité allemande. Donc écarter l'idée du complot fait de la part d'un État, c'est une idée idiote. Il faut qu'il y ait... le complot est tout à fait possible. Oui, mais ça ne suffit pas de dire qu'il a fait. Voilà, absolument. Mais alors, c'est intéressant dans la thèse, moi je veux réagir, mais je précise ça, qu'il y a bien des complots qui existent. Il faut arrêter avec le mot complotisme. Il y a des complots qui existent et les États... parfois, il y a du complotisme. Là, tu es le seul à l'avoir utilisé jusqu'à présent. Non, c'est parce qu'on disait à propos de Simon Hirsch, on le traite de complotiste. C'est important parce que ça part de là, ça part de son enquête. Et alors, je veux dire sur l'hypothèse effectivement de dire qu'il fallait en finir avec les fragilités allemandes. Je rappelle encore une fois que Nord Stream, c'est pas 1 et 2 ne sont pas les seuls gazoducs qui alimentent l'Allemagne. Il y a plein de gazoducs qui alimentent l'Allemagne et qui passent par l'Ukraine. La spécificité de ces 2 gazoducs, c'est qu'ils évitent l'Ukraine justement. C'est en cela qu'ils sont spécifiques. Donc l'hypothèse de dire on va couper définitivement le robinet du gaz russe vers l'Allemagne, ça peut être un avertissement, mais dans ce cas-là, il faut que l'avertissement il soit très clair. Et j'imagine mal le chancelier allemand, prévenu que les Américains font sauter Nord Stream, prendre ça de façon ça me fait tellement peur qu'effectivement je vais livrer mes léopards. C'est pas ce qui s'est passé d'ailleurs. Les Allemands étaient plutôt énervés. Donc je ne crois pas Voilà, non, mais évidemment, mais la fragilité. Vous ne croyez pas au fait que l'Allemagne ait pu rester silencieuse si elle avait eu des indices d'une responsabilité américaine? De toute façon, en plus, s'il y avait eu des indices, à un moment ou à un autre, je ne dis pas que le gouvernement aurait communiqué, mais l'information, elle aurait fuité. Ça, je suis persuadé. Elle aurait forcément fuité. À chaque fois, c'est très étonnant parce que les gens... Mais elle a fuité, l'information, justement. Que c'était les Américains. Oui, bien sûr. Bien sûr, les services occidentaux en parlent. Il y avait un autre élément dont parlaient les enquêteurs au tout début, c'était ils auraient eu une signature russe de l'attaque contre Nord Stream si l'explosion avait eu lieu de l'intérieur du gazoduc. Oui, parce que là, effectivement, on allait y venir. Très bien, nous, c'est de la télépathie. Parce que les Russes ont accès à l'intérieur du gazoduc. Oui. Donc là, c'était une signature vraiment, il y avait pas de discussion possible. Mais là, déjà, c'est pas le cas. Et puis, effectivement, tout le monde considère que si ça avait été les Russes, tous les enquêteurs des 3 pays concernés l'auraient dit immédiatement. Et là, le fait que déjà, il n'ait pas donné les résultats de l'enquête au mois de janvier, on avait dit on aura en janvier, là on est début mars, il n'y a toujours rien. Et les Allemands, s'ils savent que c'est les Américains, je suis persuadée qu'ils ne le diront pas officiellement. Jamais, bien sûr, jamais. Ils ne le diront pas parce qu'ils sont sous le parapluie américain. Bien sûr, ils viennent encore d'acheter des armes américaines, les F-35, etc. Il faut regarder le parapluie américain. Dominique veut prendre la parole depuis longtemps. L'opinion publique allemande, simplement. Il faut regarder ça, c'est encore une fois l'opinion publique allemande. Je termine juste là-dessus. C'est que l'opinion publique allemande, on en parle depuis tout à l'heure, ils disent oui, ça flanche. C'est le contraire. Non, mais personne n'a une boule de cristal pour prédire l'évolution des opinions. Non, mais pour l'instant, c'est indéniable. Dominique. Juste 2 points. Le premier, permettez-moi de saluer l'enquête d'un journaliste qui peut être conspirationniste ou pas, si vous voulez, au-delà du montage vidéo, parce que ça c'est pour nous illustrer les choses. Mais le fait de mettre bout à bout la manœuvre de l'OTAN, une action des plongeurs, une action d'un bateau qui lance des bouées, tout ceci un avion, qui lance des bouées. Et plausible. Voilà, non seulement plausible, mais vérifié. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde est capable de vérifier ces éléments. Est-ce qu'on est capable de vérifier si l'avion norvégien a survolé à ce moment-là? Et lance des bouées, bien sûr, tous les gens qui sont autour le savent. Ça, c'est le premier point. Donc, tous les éléments de l'enquête
peuvent être vérifiées. Moi, permettez-moi de saluer, et je salue souvent, une enquête de journaliste professionnel qui le fait. Bon. Ensuite, il a de très bons contacts dans les services de renseignement américains. Oui, bien sûr. Le deuxième point, comme le disait Catherine justement, depuis le début, on étudie toutes les possibilités. Le fait que ça ait été tiré de l'intérieur, moi c'est un nageur de combat français qui m'a donné les informations en me disant il suffit de mettre un drone, enfin il y a un drone de vérification qui passe régulièrement. Il suffit de remplacer, ça peut transporter 700 kilos d'explosifs. Et ça vous fait péter le truc de l'intérieur. Donc le premier indice, c'est est-ce que ça a pété de l'intérieur ou pas. Et moi, ce qui me choque, comme Catherine, c'est le fait que les 3 services qui ont enquêté ne donnent pas les résultats de leur enquête. Je précise juste une chose, et je vous donne la parole, François. Les Russes, à aucun moment, n'ont pu mener une enquête. Non, parce qu'on n'est pas dans les eaux internationales. Absolument. On est non pas dans les eaux territoriales à proprement parler, mais pas très loin. Donc les Russes n'ont pas été autorisés à participer à l'enquête. C'est ce qu'ils réclament aujourd'hui d'ailleurs, François. Deux observations. La première, celle qui rend plausible l'opération américaine, n'a rien à voir avec tout ce qui vient d'être dit. Elle a tout à voir à ce qui a été dit juste avant. À savoir que, visiblement, cette opération, quel qu'en soit l'auteur, a été très bien montée et très bien exécutée. Là, on n'est pas dans l'amateurisme du FSB en Angleterre, où les opérations de provoque à la mort-moelle machin, dans des villages perdus de l'oblast de Briansk. On en revient à notre discussion de tout à l'heure. On en revient aux fondamentaux. Les gens qui ont fait ça étaient très capable, chapeau. Il n'y a pas beaucoup de pays qui auraient pu le faire. Il y a les Français, il y a les Chinois, il y a les Russes, il y a les Américains, il y a les Britanniques, et peut-être un ou deux autres pays, mais il n'y en a pas d'autres. Là, c'est vraiment un truc de spécialistes. C'est pas aussi simple, Dominique, permets-moi de le dire, que tu me donnais l'impression. La deuxième chose, quand même, c'est que la Baltique... C'était simple. La Baltique, c'est une mer presque fermée, surveillé évidemment par tous les services de la région, y compris naturellement les services russes, les satellites russes, les moyens d'écoute russes ne sont pas moins perfectionnés que ceux des autres pays de la région. Si les Russes avaient détecté ce qu'on appelle des navires noirs dans la région, ou des navires gris, c'est-à-dire des navires qui opèrent sans transpondeur, sans donner leur identité, les Russes auraient probablement déjà sorti la liste. Ils auraient déjà indiqué ceci, non plus sous la forme d'un scénario chinois, et je suis d'accord avec toi, je ne pense pas que ce soit les Chinois qui aient fait le coup, même si les Chinois font semblant de savoir des tas de choses. Cela dit, on va de désillusion en désillusion sur la qualité, pardonnez-moi, des équipements russes, de l'armée russe, du début de cette guerre. Mais... Certes, mais les moyens techniques de renseignement russes ne sont pas nuls non plus, il ne faut pas... Dernier point. Donc cette affaire-là, moi j'ai dit tout simplement, c'est pas être conspirationniste que de se poser la question de qui a fait le coup. Par contre, il est tout à fait exact de dire, putain, on ne sait vraiment pas qui a fait le coup et on n'a aucune idée du pourquoi.